Mais vous ne pouvez pas, tous les experts vous disent que vous ne pouvez pas détruire le Hamas et que ce sur quoi il faut travailler aujourd'hui, c'est précisément Non, mais ces vouloir voies. éliminer Yahya Sinwar, Mohamed Deif, est-ce que c'est un bon objectif? Mais c'est pas en éliminant, si vous voulez, les têtes du Hamas que vous allez éliminer le mouvement du Hamas en lui-même. Et ça, tous les experts vous le disent, que ce n'est absolument pas sérieux Donc, comme projection. donc ce n'est pas un objectif à poursuivre pour le gouvernement Mais israélien. c'est pas une question, c'est un objectif à poursuivre ou pas, c'est qu'il est irréaliste. Et donc, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est avancer sur des objectifs concrets Hmm. de négociation de paix pour les Israéliens et les Palestiniens. Et les projections qui sont faites par Israël sont plutôt d'une offensive totale sur Rafah, d'une expulsion des Palestiniens dans le Sinaï et au fond d'un nettoyage ethnique qui se matérialise aujourd'hui par un génocide. Rima Hassan maintient fermement sa position sur le génocide à Gaza malgré les efforts constants du présentateur pour la déstabiliser. J'apprécie sa fermeté quand elle affirme, je veux dire et répéter, qu'un génocide est en cours et je pèse mes mots. Elle refuse absolument de fléchir sur la terminologie, même confrontée aux citations de la CIJ qu'on lui présente. Ce qui m'impressionne, c'est son aptitude à situer cette position en mentionnant la Convention sur la prévention du génocide. Elle s'exprime en experte et non en amatrice. Le présentateur essaie clairement de la coincer sur le terrain juridique, mais elle renverse brillamment l'argument contre lui. On est en direct. On est totalement en direct. Je dois regarder quelle caméra? Non, vous regardez pas une caméra, vous pouvez répondre à Non, mes je questions. veux dire et redire qu'il y a un génocide qui est en cours. Et je mesure mes mots. Et il serait temps que tout le monde sorte du déni s'agissant de ce qui est en train de se passer à Gaza. Laissez-moi terminer. Qu'est-ce qui vous permet... Non, mais parce que c'est Laissez-moi- important. Mais je suis en train de dérouler Ouais, mon ouais. propos. Est-ce que vous avez lu le dernier rapport de Francesca Albanese, qui est la rapporteure spéciale des Nations Unies, Anatomie d'un génocide? Je l'ai lu et je sais que vous le citez régulièrement, Rima Alors. Hassan, mais simplement, comme vous dites que vous êtes juriste, je vous demande, Mais attendez, attendez, si vous permettez, qui a l'autorité juridique les experts. à l'échelle internationale Les pour experts. statuer? Les La ex- Cour internationale de Les justice? experts. Alors, je vais revenir sur la décision de la Cour internationale de justice. Les experts. Donc, vous avez un panel d'experts s'agissant de cette question. Donc, il y a effectivement des rapporteurs spéciaux des Nations Unies. Vous avez la Fédération internationale des droits de l'homme. Vous pouvez considérer que c'est une coalition. Mais C'est Rima c'est Hassan, je lis Attendez, ces je témoignages termine. comme vous, mais Mais ça je ne ter- vaut pas la je- décision d'une je- juridiction internationale. mais pourquoi précisément ce qu'elle dit et elle a sûrement raison. Maintenant, nous avons le droit, nous, si vous voulez, de se fier aussi à un consensus aujourd'hui qu'il y a dans la voix des experts. Et Je donc, termine, c'est je un- termine et juste donc, c'est un- là-dessus. Quel moment intense à propos des Ouïghours. Le présentateur tente nettement de la mettre en porte-à-faux en mentionnant l'abstention de la France insoumise lors du vote sur le génocide des Ouïghours. Sa réplique est d'une subtilité politique remarquable. Elle écarte le piège de la comparaison simpliste tout en affirmant son appui à la cause ouïghour. Quand elle déclare « J'encourage les États qui souhaitent protéger la population ouïghour à aller jusqu'au bout des démarches », elle retourne habilement l'accusation contre les gouvernements qui se limitent à des déclarations sans action concrète. C'est une démonstration parfaite de comment déjouer ces tentatives de moments pris en faute si fréquentes dans les entretiens politiques. Mais C'est s'il ce que vous plaît, vous pensez, c'est pas une réalité C'est juridique. extrêmement important, je termine Ouais, bien là-dessus. sûr. Donc, je vous ai cité le rapport de Francesca Albanese, qui est la rapporteure spéciale des Nations Unies, Anatomie d'un génocide. Vous avez également une communication qui a été faite par la Fédération internationale des droits de l'homme, qui réunit quand même plusieurs acteurs et qui ont communiqué sur le fait que ce qui était en cours aujourd'hui à Gaza, c'est un génocide. Vous avez une procédure qui est engagée devant la Cour pénale internationale par 600 avocats internationaux et experts. Pour inculper Benjamin Netanyahou. Non, sur le génocide par destruction du groupe social. Rima Hassan. Non, c'est Non, mais extrêmement attendez, important. Rima Hassan, juste, Donc, est-ce que je peux vous poser juste une question? J'arrive à l'ordonnance de la Cour internationale de justice. Je suis abasourdi par cette méthode d'interview. Le présentateur essaie maintenant de l'attaquer sur l'annexion de la Crimée par la Russie et les positions intérieures de l'EFI. Sa réponse est idéalement dosée. Elle rappelle qu'elle vient d'intégrer ce mouvement récemment et recentre la discussion sur ce qui importe vraiment, sa position actuelle sur le conflit. Elle refuse de se laisser emprisonner dans cette logique de culpabilité par association. C'est exactement ce genre de manipulation médiatique qui discrédite tellement les grandes émissions télévisées françaises. Poursuivons avec la suite. Fin octobre ce terme, et j'ai parlé depuis fin octobre du risque génocidaire. Donc là, vous avez 6 mois de retard, vous Non, et d'autres j'ai pas de collègues retard, et je pense que journalistes. ceux qui nous regardent Si, pourront si. juger. Et Et je j'aimerais... termine sur Ouais. un point. Cette Rapidement, parce que convention, j'aimerais qu'on continue cette sur ce convention, c'est terme. une convention sur la prévention du génocide. C'est-à-dire que notre rôle de citoyen et de politique, c'est de s'assurer que dès lors qu'il y a un début d'acte génocidaire, de Oui. déclaration d'intention génocidaire, nous devons le dénoncer et non pas attendre que le massacre ait lieu et le génocide ait lieu pour regarder comme des spectateurs et venir le qualifier. Vous le dites, vous avez toute liberté de le dire Merci. sur ce plateau, mais mon point est que la juridiction internationale n'a pas... Quelle manœuvre maladroite! Le présentateur ressort maintenant des propos de Jean-Luc Mélenchon datant de 2015 sur les frappes russes en Syrie.
La riposte de Rima est parfaite. Je suis ici pour faire une interview sur tous les propos de Jean-Luc Mélenchon depuis ces 10 dernières années. Elle dénonce justement cette approche qui consiste à l'interroger sur d'anciennes déclarations plutôt que sur ses propres positions. Cette façon de refuser le format imposé est exactement ce qu'il nous faut dans notre environnement médiatique où domine trop souvent la mauvaise foi. Examinons la suite. De cette convention qui peuvent agir pour empêcher un génocide dont ils peuvent être témoins ou sur lequel ils veulent alerter. Donc ça n'a rien à voir avec la question de la compétence un génocide ou la question de la au Xinjiang ratification ou non par la Chine de cette convention. Y a-t-il, Rima Hassan, un génocide des Ouïghours au Xinjiang? Alors moi, je dénonce effectivement ce qui est, c'est les persécutions que subit cette minorité. Moi, vous pouvez retrouver des posts s'agissant de cet engagement. Et d'ailleurs, j'ai même rappelé que j'avais relayé du contenu qui pouvait être partagé par Raphaël Glucksmann s'agissant de son engagement que je trouve extrêmement donc je repose ma honorable question. sur ce sujet. Y a-t-il un génocide des Ouïghours au Xinjiang? À ce stade, il n'y a pas d'ordonnance. Une ordonnance, c'est un début de qualification. Il n'y a pas d'ordonnance qui a pu évoquer la question du risque génocidaire ou d'un génocide qui est en cours ou d'une intention génocidaire. Mais effectivement... Donc, stérilisation forcée des femmes, internement dans des camps, pas d'intention génocidaire. C'est-à-dire, si je résume pour ceux qui nous regardent, attendez juste, sur ce qui se passe à Gaza, la CIJ dit risque plausible de génocide. Et là, vous dites il y a un génocide. Et là, sur les Ouïghours, vous refusez de dire qu'il y a un génocide en cours. Non, c'est pas que je suis en train de refuser. On est en train de se référer tous les deux à ce sur quoi nous pouvons nous appuyer. Moi, je peux vous citer une dizaine de sources internationales s'agissant de rapports internationaux et de rapports onusiens, s'agissant de la question de la qualification en cours du génocide à Gaza. Donc là, ce collège d'experts et d'avocats spécialistes des droits humains qui, en 2021, disent qu'il y a un génocide des Ouïghours au Xinjiang. Eh bien, je les soutiens dans leurs analyses. Est-ce qu'il y a un génocide? Je les soutiens dans leurs analyses. Est-ce qu'il y a un génocide des Ouïghours? Je me réfère, encore une fois, vous l'avez très bien introduit, je me réfère à cette boussole du droit international. C'est-à-dire que moi, je suis là pour défendre la question des droits humains. Donc vous ne dites pas qu'il y a un génocide? Sa conception de l'État binational est tellement plus élaborée que le présentateur ne veut le faire croire. Quand elle explique que c'est un État qui reconnaît les particularités nationales, on perçoit toute la richesse de sa pensée politique. Le présentateur tente constamment de la présenter comme anti-israélienne alors qu'elle défend une solution qui reconnaît les droits et l'identité des deux populations. J'apprécie particulièrement comment elle replace cette idée dans un cadre historique plus large montrant qu'elle n'est pas isolée mais débattue par des penseurs des deux bords depuis des décennies. Continuons avec le segment suivant. Mais dès lors que vous avez une juridiction internationale qui commence à statuer, si vous voulez, sur ça, nous avons tous pour devoir et responsabilité de relayer ce genre... Hassan, que ceux qui nous regardent mais non, mais attendez, là vous êtes en train de simplifier. Non, pas du tout. Vous m'avez parlé d'un comité d'experts. Est-ce que vous pouvez me citer la composition de ce comité? Oui, notamment l'ancien juge qui était chargé de mettre en justice M. Milosevic après les massacres de Srebrenica. Mais juste, Rima Hassan. Non, j'encourage les États, notamment... Quel instant de vérité quand elle signale qu'il y a 800 000 colons en territoire palestinien à l'heure où on se parle et que 0,5% des infrastructures civiles à Gaza ont été détruites. Elle ramène brutalement le débat à la réalité du terrain. Face aux notions juridiques et diplomatiques du présentateur, elle oppose des éléments concrets et implacables. C'est précisément ce type d'intervention qui manque dans nos médias. Quelqu'un qui rappelle les faits matériels derrière les discours diplomatiques vides sur la solution à deux États. Voyons la suite. Fin de la guerre, cessez le feu, que les armes se taisent et qu'on arrive à des consensus qui permettent d'éviter un nombre de morts qui est trop important à Gaza comme en Ukraine. Et s'agissant de la question des territoires, nous demandons à ce que des référendums soient organisés par les populations concernées avec des observateurs internationaux, ce qui est déjà arrivé dans énormément de conflits. Deuxième sujet sur... Dès le début, Rima Hassan bouleverse complètement l'angle initial. Le présentateur oriente sa question pour insinuer que le Hamas est responsable de l'échec des négociations, mais elle pointe immédiatement ce que Netanyahou a clairement exprimé, il ne veut pas arrêter cette guerre. C'est fascinant d'observer comment elle rejette immédiatement le cadre narratif qu'on tente de lui imposer. Cette capacité à réorienter la discussion dès le départ montre à quel point elle domine son sujet et ne se laisse pas influencer par des questions orientées. Continuons avec la suite. J'aimerais raisonner avant de m'exprimer. Là, je ne parle pas de l'ONG, là, il parle des bombardements russes et syriens sur les populations civiles avec plusieurs centaines de milliers de morts en Syrie. La journaliste, c'est une ONG, j'aimerais juste de quoi on parle, j'aimerais savoir de quoi on parle. Donc, précisément, je suis là pour porter la parole politique qui est la mienne sur un programme pour les européennes, qui est celui, effectivement, de la langue du droit international, un programme de paix sur les sujets internationaux. Toutes les victimes civiles sont à déplorer. Je crois que les déclarations de la France Insoumise s'agissant du conflit syrien ont été aussi Mais vous venez d'entendre Jean-Luc Mélenchon comme moi
qui dit dans tous les bombardements, il y a des victimes civiles. Et je peux aussi vous retrouver, si vous m'aviez informé que vous alliez aborder cette question, ce que vous n'avez pas fait par ailleurs. Vous savez, Hassan, je vous donne pas les questions avant cet entretien. Les thèmes, vous m'avez pas dit que j'allais être amenée à commenter pendant 10 minutes. Notamment le discours sur ce qui se passe au Proche-Orient et l'éventuel deux poids deux mesures. Je ne vous en veux pas, ça fait partie du jeu. Sa justification de l'usage du terme génocide est imparable. Quand elle cite le rapport Anatomie d'un génocide de Francisca Albanz, rapporteuse spéciale des Nations Unies, elle fournit des références précises que le présentateur ne peut ignorer. Elle prouve que sa position n'est pas émotionnelle ou idéologique, mais basée sur des analyses d'experts reconnus. Ce passage illustre parfaitement comment elle s'appuie sur des sources fiables pour contrer le discours médiatique dominant qui refuse systématiquement ce terme. Examinons la suite. C'est qu'elle a perdu énormément de personnes. On a eu du mal à comprendre les enjeux de la révolution parce on a sûrement aussi manqué de pédagogie, d'information, les enjeux de la révolution syrienne. On a eu énormément de relais aussi de ce que faisait Daesh dans cette région. Et donc pour beaucoup, c'est là où on a perdu, si vous voulez, une parole politique, une faillite de cette parole politique. Pour beaucoup, Bachar el-Assad paraissait dans cette propagande qu'il menait comme un défenseur qui s'opposait à Daesh dans cette région. C'était une erreur. Ce qui était faux. Non mais c'est clair. La rigueur juridique de Rima est impressionnante. Elle explique parfaitement la nature de l'ordonnance de la CIJ et replace le débat dans le contexte de la Convention sur la prévention du génocide. Sa phrase « Notre rôle de citoyen et de politique, c'est de s'assurer que dès lors qu'il y a un début d'acte génocidaire, nous nous devons de dénoncer » et résume admirablement l'enjeu moral derrière les aspects juridiques. Elle met le présentateur face à ses responsabilités, refusant de se laisser enfermer dans un débat purement technique quand des vies humaines sont en jeu. Passons au segment suivant. Qui ne sont pas écoutés s'agissant de leurs revendications. Je veux quand même redire que quand la Russie a envahi l'Ukraine, il y a eu une succession, des déclarations et des engagements très importants et très rapides par ailleurs de ce milieu universitaire s'agissant des sanctions à prendre contre la Russie. Les étudiants demandent simplement qu'il n'y ait pas de deux poids deux mesures. Ah, c'est pareil, la Russie et Israël ? Alors je vais vous dire une chose. Israël, c'est pire que la Russie. Le deux poids deux mesures du présentateur est évident. Il tente de la piéger sur la question du génocide des Ouïghours, mais Rima reste parfaitement cohérente dans son approche. Elle souligne que dans les deux cas, sa position est fondée sur l'état des procédures juridiques internationales. Ce qui est frappant, c'est cette tentative constante de discréditer les défenseurs de la cause palestinienne en les accusant de partialité sélective, alors que Rima démontre ici une cohérence totale dans sa défense des droits humains, qu'il s'agisse des Palestiniens ou des Ouïghours. Examinons la suite. Les rapports des Nations Unies s'agissant des violations du droit international commises par Israël sont documentés depuis des dizaines d'années. Donc c'est même pire, si vous voulez, en termes de passifs et en termes de violation du droit international et des crimes et de documentation des crimes qui sont commis, c'est même pire. Donc ce que demandent les étudiants à juste titre, c'est qu'il n'y ait pas de deux poids deux mesures. C'est-à-dire qu'on a pris des sanctions contre un régime russe qui a violé le droit international. Nous demandons des sanctions contre un État israélien qui viole le droit international aujourd'hui et qui le fait depuis les accords d'Oslo. Donc c'est le sujet, il est là. Donc j'appelle pas, si vous voulez. Non mais vous l'avez dit. C'est pas moi qui suis responsable, si vous voulez, de ce mouvement. Par contre, je l'encourage. Je salue la maturité des étudiants qui sont à la tête de ces mouvements et je les encourage à poursuivre effectivement leur engagement. Cette comparaison entre Israël et la Russie est d'une force incroyable. Quand elle déclare franchement « Israël est pire que la Russie », elle brise un tabou médiatique majeur et son argumentation est irréfutable. Elle s'appuie sur la durée de l'occupation et la documentation massive des violations du droit international par Israël depuis des décennies. C'est exactement le genre de perspective qu'on n'entend quasiment jamais dans les grands médias français, où l'on condamne sévèrement la Russie tout en ménageant Israël. Sa cohérence politique sur ces deux situations est remarquable. Passons au dernier segment. A mené à bien les négociations. Le Premier ministre israélien qui lui dénonce, je cite, les positions extrêmes du Hamas. Le Hamas qui refuse la trêve de 40 jours, qui incluait notamment un échange de prisonniers palestiniens et d'otages israéliens. Qui est responsable pour vous de l'échec de ces négociations? Est-ce que c'est le Hamas ou le gouvernement israélien? Tout d'abord, je veux dire que c'est extrêmement important de continuer à soutenir sur le plan diplomatique toutes les négociations, toutes les initiatives qui permettent de nous faire cesser cette guerre et de faire taire les armes. Ce que j'observe aussi, ce que vous ne dites pas dans votre introduction... Quelle conclusion percutante!
Rima défend avec vigueur la légitimité des manifestations étudiantes en les plaçant dans un contexte plus large de cohérence politique internationale. J'adore comment elle retourne l'argument contre le présentateur en rappelant que des sanctions ont été prises immédiatement contre la Russie alors qu'Israël bénéficie d'une impunité complète malgré des décennies de violation du droit international. Sa phrase « Je salue la maturité des étudiants » montre son soutien sans réserve à ces mouvements en refusant de céder à la pression médiatique qui tente de les délégitimer. Une conclusion idéale à cet entretien où elle n'a cessé de résister aux angles biaisés